Bonsoir et bienvenue à tous. L'émission de ce soir revêt un caractère particulier car le débat prend toute sa substance à partir de faits brûlants de l'actualité de ces dernières semaines. Violences, heurts, menaces ont fait la une des différents médias nationaux et pas que. Plusieurs affichent leur stupéfaction devant des faits qui étaient jusqu'ici impensables ou constatés pendant des périodes de guerre. Nous essaierons de comprendre les mécanismes de l'utilisation de la violence. Il ne nous appartient pas ici de stigmatiser qui que ce soit ou de faire des généralités, mais comme toujours, d'entrevoir des pistes de solution, sinon de compréhension. Alors, qu'entend-on par violence légitime, théorisée par Max Weber et sur laquelle s'est appuyé Gérald Darmanin en juillet 2020 devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, pour justifier la violence exercée par la police, a affirmé « La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime ». C'est vieux comme Max Weber. Vous l'aurez compris, le thème qui sera développé avec nos invités, la violence légitime est-elle synonyme de démocratie? Alors, plusieurs invités sur ce plateau, des invités que vous connaissez pour certains, et je dirais pour tous. Evita Chevry, qui est avocate, Evita que vous connaissez très bien, je dirais, puisqu'elle fait partie du noyau dur de cette émission. Nous avons de l'autre côté du plateau, Harry Ancelade, que vous connaissez aussi, puisque lui-même fait partie du noyau dur. Et puis, un jeune, Raphaël Lapin, qui a aussi, on va dire, de plus en plus l'habitude de venir à cette émission, que les choses soient dites. Alors, Evita, avocate, Raphaël, avocat, Harry, chef d'entreprise, ingénieur, et puis, je dirais, un invité qui vaut son pesant d'or. Je ne parle pas de poids, bien sûr, mais de sa présence ici, je veux parler de Patrice Abdallah, qui est secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO. Donc, voilà notre plateau d'invités, puis Samuel, qui nous rejoindra d'ici quelques instants. Samuel Damou. Voilà, madame, messieurs, merci d'être là et un remerciement particulier à Patrice Abdallah. Alors, lorsque vous entendez parler de violence légitime, on va cheminer ensemble tout à l'heure et ça ne sera pas triste, puisque lorsqu'on parle de violence légitime, certains donnent des définitions différentes. Alors, qu'entend-on par violence légitime? Et je m'adresserai aux avocats qui sont sur ce plateau. Oui, Raphaël ou Evita, peu importe. Alors, peut-être juste avant de répondre à votre question, je voudrais profiter de ce moment de discussion dans le contexte particulier qu'on traverse, au regard de l'actualité, pour ramener un peu dans l'actualité une situation particulière que j'ai vécue à mon cabinet, où j'ai été consulté par une famille, dont je tairai le nom ici, suite précisément à un événement dramatique qui s'est déroulé le 11 mai 2023 à Bemao, et où un jeune homme a effectivement perdu la vie dans des circonstances qui restent aujourd'hui à élucider. Le parquet a indiqué que toute la lumière serait faite sur cette affaire, qu'une instruction serait ouverte et que des investigations seraient menées, que l'IGPN serait saisie. Cependant, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas d'informations qui ont réussi à filtrer auprès de la famille. Voilà, donc au moins pour ramener, c'est parce que ça avait fait l'actualité. À l'époque, le 11 mai, on se rappelle que aussi bien vos confrères que vous-même en aviez parlé, parce que ça avait intrigué. Et aujourd'hui, l'affaire Naël ramène sur le devant de la scène, de mon point de vue,
entendu la question de et tous ces autres Naël qui n'ont pas été filmés. On parlait en off de l'importance d'avoir des scènes, des séquences qui sont filmées. Eh bien, moi, je me questionne sur toutes ces scènes, toutes ces séquences qui n'ont pas été filmées. Alors, la question qui est posée ce soir, c'est celle de savoir qu'est-ce que la violence légitime ? Et ça n'est certainement pas ce qu'entend Gérald Darmanin en 2020, en juillet 2020, quand il s'adresse à la commission des lois. Parce qu'il se trompe. Il se trompe. Il ne s'agit pas, dans l'esprit de Max Weber, parce que du coup, il faut aller aux sources pour se rendre compte que Weber n'entendait pas, lorsqu'il parlait de violence légitime, une justification à toutes les violences d'État. Lorsque Weber s'exprime sur la violence, il fait plutôt un constat de comment est-ce que l'État est organisé et de comment est-ce que fonctionnent les pouvoirs. Et d'ailleurs, dans des écrits plus élaborés, il va remplacer le terme violence par contrainte, oui, pour évoquer jusqu'à quel point l'État peut être organisé et peut faire appliquer des décisions qu'il prend, à travers, par exemple, des titres exécutoires de la justice, à travers le recours à la force publique, à travers tout un tas de ressources qui sont à sa disposition. De sorte que quand on vient aujourd'hui, dès lors qu'un événement dramatique surgit et qu'on se retrouve à avoir opposé policiers manifestants ou policiers et jeunes, parce que c'est souvent des jeunes qui font les frais, ou policiers et noirs, ou policiers et arabes, eh bien, on va utiliser le terme fourre-tout désormais de violence légitime pour essayer de tout pardonner et de tout expliquer. La question qui est posée, et pour ma part, j'y réponds presque d'emblée, la question qui est posée, est-ce que la violence légitime, le lien entre violence légitime et caractère démocratique, il est intime? C'est-à-dire qu'à partir du moment... Alors, on va un peu vite avec... Oui. Avec d'accord, je ralentis. On parle de violence légitime, il serait bien de dire qui a le droit d'exercer cette violence actuellement, vraiment de cheminer pour que ceux qui nous écoutent puissent bien comprendre ce dont il s'agit. En fait, voilà, le concept même de violence légitime, effectivement, volontairement, on a déformé la pensée de Max Weber, qui n'a jamais dit que ça doit être, comment dirais-je, que l'État doit être, comment dirais-je, en possession d'un droit à la violence légitime. Weber, qui était un philosophe allemand, voilà. Il faut préciser. Et il dit, en fait, que l'État revendique, l'État s'arroge ce droit à la violence légitime, parce que l'État considère qu'il... Et en fait, ça vient de quoi? Ça vient du contrat, le fameux contrat social de Rousseau. Rousseau dit les sociétés se sont construites de la manière suivante. L'homme a accepté, les hommes et les femmes ont accepté à un moment donné de déposer entre les mains des autorités leur pouvoir de sanction, de répression, comment dirais-je, d'ailleurs, c'est à l'époque de la loi du talion, etc. Et en fait... Rousseau dit, voilà, c'est comme ça qu'on a créé les sociétés, les États, parce que, justement, les hommes et les femmes ont déposé ce droit qu'ils avaient jusque-là, et l'État, lui, a dit, voilà, maintenant, vous déposez à mes pieds ce pouvoir individuel que vous aviez, et moi, comment dirais-je, je m'arroge, j'aurai le droit de vous protéger. C'est ça le contrat social. Et c'est à partir de là qu'il y a, comment dirais-je, cette énorme... Mais Rousseau et Marx étaient sur la même longueur d'onde. En fait... Parce qu'ils disaient que c'est dû à l'organisation sociale, mais aussi à l'histoire. Il fallait ramener ça voilà, à cela. Contrairement à Machiavel et puis à d'autres. Bon, on va pas... Ce que je veux dire, c'est que, en fait, on part de cette idée. Voilà, l'État dit « je vous protège », donc c'est moi maintenant qui ai le monopole de la force physique et donc de la violence. Et en fait, la question qui se pose quand on parle de violence légitime, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui se cache derrière le mot « légitime ». Parce que légitime, pour moi, ça a un lien avec l'éthique. Ça a un lien avec le transcendantal. C'est quelque chose qui préexiste même à l'homme, le sentiment de légitimité. Or, on veut en faire vulgairement
légitime égale légal. Légitime, déjà, ça tombe à la légalité. Alors que ça peut être légal et ne pas être légitime. Et l'inverse. Et l'inverse. Donc, voilà toute la complexité. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que même dans les démocraties, parce qu'on pourrait se dire, bon, dans les tyrannies et autres, il y a la violence, comment dirais-je, elle s'impose dans des rapports tyranniques. Dans le système démocratique, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, cette violence se fait soi-disant à lieu pour pouvoir protéger les citoyens, mais elle peut être contestée. Et c'est la contestation qui est un élément important, puisque la démocratie, c'est le fait qu'on fasse un rapport, on donne le pouvoir au nombre. On ne donne pas le pouvoir au sang, par exemple pour les rois et les reines et les empereurs, etc. On donne le pouvoir au nombre. Or, si le nombre conteste, comment dirais-je, l'acte qui est fait de violence, là, il y a un véritable problème. Et la police et la gendarmerie sont par principe des institutions à qui l'État va déléguer, considère qu'il doit déléguer le monopole de la force. Mais si, justement, une masse de gens, un grand nombre considère que ce qu'ils font est totalement contraire, d'ailleurs contraire aux droits de l'homme, d'ailleurs, c'est voilà, parce qu'on est dans les droits de l'homme. Oui. Ben voilà la question qui se pose et voilà le divorce qui a lieu. Et on dit souvent que l'élément le plus important dans ce choc entre ceux qui contestent ce que peuvent faire certains policiers, ça j'insiste dessus, certains policiers, parce qu'il ne faudrait pas mettre... Généraliser. Ah non, surtout pas. Parce qu'il y a des policiers qui, quand ils vous parlent, vous disent, quand ils vous parlent en off, qui vous disent, on n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Mais malheureusement, ils se sentent obligés tout de même. De se taire. Ou d'être dans une espèce de mouvement, voilà, d'espèce de mouvement qui accepte apparemment, qui soutient, alors qu'en réalité, quand on discute avec eux, ils ne sont pas du tout d'accord. Et c'est ça, actuellement, que la France est en train de vivre, c'est qu'il y a un divorce avec les jeunes, et ça, on pourra revenir dans les quartiers et les forces de l'ordre. Et là, malheureusement, eh ben, il y a des vidéos. Alors, et c'est le smartphone qui permet maintenant de détecter les bavures policières. Avant d'aller un petit peu plus en amont et de passer la parole à Patrice et à Harry, regardons ensemble des images qui vont illustrer les propos. À tout de suite. Merci! Allume-le! Paf! Allume! Il n'y a pas de communiqué ici, c'est nous les codés! Paf! Voilà!
Merci à Cédric pour ce montage vidéo. Et maintenant, je passerai la parole à Patrice. Patrice, vous avez entendu ce qui a été dit. Alors, on a défini ce que c'était que la violence, que la violence légitime. Et puis, on a eu ces images, effectivement, des images, on peut dire, qui dépassent quelque part l'entendement, mais on ne va pas dire que c'est depuis la mort de Naël. On a vu les Gilets jaunes, on a vu encore d'autres manifestations où c'est vrai qu'il y avait cette montée en puissance de colère et surtout de violence. Alors, vous êtes policier. Première question, est-ce que vous vous sentez, on va dire, est-ce que vous êtes mal? Est-ce que vous dites, je suis en danger tous les jours? Ou est-ce que vous vous dites, en Guadeloupe, quand même, il y a... c'est une autre situation, c'est une autre gestion des choses. Disons qu'on peut dire qu'en Guadeloupe, la situation est beaucoup plus apaisée. Hein. Il n'y a pas ce rapport conflictuel entre la population et puis la police. Bon, c'est vrai qu'on a connu des épisodes en fin d'année 2021 qui ont quand même été dramatiques, puisqu'il y a quand même eu des policiers qui se sont fait tirer dessus. Mais bon, à ce stade-là, on peut dire que nous en Guadeloupe, nous sommes épargnés. Mais bon, après, si je peux me permettre, par rapport aux définitions, je pense qu'on fait une définition de violence légitime à notre niveau, la définition que nous donnons à ces violences légitimes, c'est ce qu'on appelle l'usage de la force, qui relève du monopole de l'État, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et cet usage de la force, elle est fixée par des règles. Et ces règles sont faites par l'intermédiaire des hommes et des femmes qui représentent cet État. Bien entendu, quand ce n'est pas respecté, il y a des sanctions. Il y a les sanctions qui sont appliquées, les sanctions pénales, les sanctions administratives, les enquêtes sont menées par l'organe que nous connaissons bien, l'IGPN. Bon. Revenir à ce genre de situation, c'est vrai que c'est dommageable, et puis on se demande qu'est-ce qui s'est passé, quel est le processus qui a amené à cette situation. Et je peux dire que je n'envie pas mes collègues de l'Hexagone, mais c'est vraiment une situation qui est dramatique. Alors, on peut dire que, de toute façon, l'État vous confie cette violence légitime, mais il faut bien préciser, et ça vous l'avez dit, c'est cadré. Oui, ça ne veut pas dire qu'un policier, un gendarme peut tout faire en termes de violence. C'est tout à fait ça. Et quand ça dépasse, on n'est pas dans les clous, quand c'est pas fait dans les règles, le policier, il est sanctionné. Et sur quoi, ça je le dis, je le répète tout le temps, il faut que les gens sachent, contrairement à ce qu'on peut penser, nous sommes l'institution la plus surveillée. La plus surveillée. Et les sanctions, elles tombent tant sur le plan judiciaire que sur le plan administratif. Et l'IGPN que j'ai cité tout à l'heure, c'est un organe, c'est une instance qui est crainte par les policiers. Néanmoins, je ne nierai pas qu'il y ait des dérives. Je veux dire que la police nationale est composée d'hommes et de femmes. Il y a des personnes qui sont dans les clous, qui sont droits dans leurs bottes, et aussi il y a une minorité aussi de fonctionnaires qui commettent des erreurs. Et ceux-là, ils sont sanctionnés quand les choses sont avérées. Voilà. Harry. Oui, bon. Moi, ce soir, j'interviendrai plus en observateur ayant vécu à une époque la relation avec la police en France. Moi, j'étais étudiant. Parce que j'ai vécu pas mal d'histoires. Et je sais que quand je regarde ce genre de choses, je me dis, finalement, à force de subir des actions comme ça aujourd'hui, avec les moyens qu'il y a, où les gens se rendent compte facilement,
il y a des ripostes qui s'organisent. Moi, malheureusement, quand je considère que j'ai vécu des violences à Paris, mais des choses que je trouve inconcevables. Comme par exemple, et je prends un cas précis, je me souviens, je suis avec une amie en voiture. C'est une amie qui avait ça venait d'arriver à l'époque, on est en 77, et on est en voiture, et il y avait 2 motards. Et ils regardaient, évidemment, avec, ce sont des hommes, elle était pas mal, ils appréciaient. Bon, je peux comprendre ça. Et j'ai même fait la blague, je dis, voilà, je crois que je vais te déposer, si tu vas me courir des histoires. Je me fais arrêter par les motards quelques mètres plus bas. D'accord, ils m'arrêtent. Un se met à droite pour admirer et l'autre me demande mes papiers. Jusque-là, ça va. Je donne mes papiers. On vérifie mes papiers, enfin, ça prend son temps. Et l'autre admire. Et quand l'autre sent qu'il a admiré suffisamment, il dit, bon, maintenant c'est bon, il a eu les papiers, c'est bon, on s'en va. Le type dit, ah non, mais il faut qu'on lui trouve quelque chose. Et du coup, il cherche qu'est-ce qu'il faut me trouver sous la voiture. Eh bien, il a trouvé, parce que j'avais une Mini 1000, et le capot était sous le toit de la voiture. J'avais acheté comme ça, une voiture sous l'étudiant. Il y avait le capot sous le toit de la voiture. Et c'est là que j'ai appris que le conducteur doit pouvoir toucher le rétroviseur. Et le rétroviseur était sur le toit de la voiture. Bon, oui, sur la toit de la voiture, capot de la voiture. Ah. Bon, donc du coup, évidemment, il m'a donné un PV. Capot, le rétroviseur, non conforme au règlement, il m'a donné un PV. Alors, c'est là où on vient sous le débat de violence. Moi, j'avais à l'époque quel âge ? 21 ans, 22 ans. C'est le premier PV que j'ai payé aussi vite. Parce que j'ai dit à ma copine, ce PV-là, je le paierai demain à 8 h du matin. Ce sera le droit de flinguer un flic dans ce pays-là. J'avais 21 ans. Et c'est ce que j'ai dit. Et je l'assume. C'est ce que j'ai dit. Parce que je l'ai vécu comme ça. C'est pour moi, ça a été une violence extraordinaire. Déjà, le jeu, là, je n'ai pas très apprécié. Parce que justement, quand on parle de légitime, et c'est là où j'ai tout le temps eu des problèmes en France, parce que je dis, l'État a la responsabilité du comportement de ses agents. Et ils ont l'obligation de respecter les gens. S'ils ne sont pas formés pour ça, allons les vivre. Ils doivent respecter les gens. Et ce genre de comportement, je considère que la seule réaction, et moi, à l'époque, j'ai dit, je me paye le droit. Et le lendemain, à 8 h, j'ai payé le PV. J'ai dit, si j'ai un problème en France un jour, et il faut que je flingue un flic, je le flinguerai. C'est inadmissible. Ah non, mais je vous le dis, et c'est ça qui, quand je regarde maintenant à mon âge, je regarde ce genre de choses, ça m'inquiète. Parce que je me dis, quand des gens vivent des choses comme ça, et chacun rentre dans ce logique-là, on rentre dans une sorte de logique violente. Alors, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Justement. Il raconte une histoire qui s'est passée. Non, mais je raconte. Mais je dis, ça s'est passé en 77. Voilà. En 79, à Roissy, 6 h du matin, je suis tout seul dans une voiture. Il n'y a personne. Un flic arrive, je suis dans ma voiture, un policier arrive. Je baisse la vitre pour lui dire, bon, ben, je suis là, mais enfin, j'attends quelqu'un qui va... Vous aviez la tête à policier. C'est simple. Pardon ? Vous aviez la tête à policier. Ah, ben, je sais pas. Mais en tout cas, là encore, quelle a été la réaction ? La réaction a été violente. Et ça s'est terminé très mal, cette affaire-là. Mais là encore, je dis une chose qui m'a surpris, qui a aussi choqué. Le problème que j'ai eu ce moment-là, parce qu'il a sorti son revolver, il m'a dit les mains sous le toit de la voiture. Et ça a failli mal se terminer, parce que j'ai dit, si on se croit au Far West, on va jouer au cow-boy. J'ai foncé sur lui. Alors du coup, il a hésité à tirer, il est parti en courant avec son revolver. Bon, il est parti en courant avec son revolver, je lui ai couru après. Bon. Mais je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, j'ai vu une voiture arriver, 3 flics sont sortis. Et ils se sont mis devant moi. Quand ils se sont mis devant moi, j'ai un peu de maudit, mais je ne comprends pas ces genres de choses. Je suis assis dans une voiture, je n'embête personne. Tout de suite, les 3 autres ont dit, putain, ils nous emmerdent. J'ai dit, donc ils savent qui il est. Pourquoi on ne règle pas le problème ? Eh bien, j'ai eu 3 mois de prison. Ce flic, les 3 copains ont refusé. Pour outrage ? Mais même pas pour outrage. C'était pourquoi ? Pourquoi ? Ah mais je vais vous dire, le procureur, est-ce qu'il a dit au tribunal ? Ce monsieur n'a pas de reconnaissance à la France qui lui a donné un diplôme d'ingénieur. Ce sont ceux-là qui mettent les bombes chez nous, parce qu'on est là, on est en 81. Oui. Parce que j'ai eu un commissariat des propos, et c'est ça qu'on a noté. Et effectivement, j'ai eu des propos. J'ai dit, si vous voulez pas de nègres chez vous, fermez les frontières et dites, vous ne recevez pas de nègres. Je ne peux pas admettre ce genre de choses, et c'est ça que j'ai vécu. Et vécu, vous imaginez, c'est pas pensable ce genre de comportement. Mais ce qui je trouve dramatique, 3 policiers sont conscients que leur collègue, il n'est pas bon, parce que leur réaction était claire. Ils ont dit d'ailleurs, ils ne voulaient pas m'emmener. Il a dit, on l'emmène. Ils m'ont emmené, ils m'ont déposé devant le commissariat, ils sont partis. Ça veut dire qu'ils témoignent de rien. Donc ils sont conscients.
Pourtant, je me fais condamner à 3 mois de prison. Évidemment, ça a sauté après. Mais même enfin bon, cette affaire-là, ce genre de situation, à mon avis, conduit à ça. Merci. Nous marquons une courte pause et je reviendrai avec vous d'ici quelques instants. Je veux bien vous croire, ce débat est passionnant, mais nous le reprendrons d'ici quelques minutes. À tout de suite. Revenons avec nos invités qui ont beaucoup de choses à dire puisque Raphaël avait demandé à s'exprimer sur justement cette violence légitime et surtout ce qui se passe actuellement, Raphaël. Absolument. En fait, je voudrais revenir sur alors, plusieurs choses qui ont été dites jusqu'à présent. Evita a très bien dressé le tableau de cette notion de la violence légitime. Et pour moi, effectivement, dans le mot violence légitime, au-delà du mot violence, c'est la notion de légitimité qui est fondamentale. Et cette légitimité, c'est ce qui fait que l'État est souverain. C'est ce qui fait qu'on accorde, nous, peuple, du crédit à une autorité qui nous est extérieure, notamment en démocratie. Et à partir du moment où on a le sentiment que l'autorité délégué par le peuple a violé le contrat, eh bien c'est là qu'il y a un questionnement de la légitimité et qu'on peut même s'interroger sur l'arbitraire de l'exercice du pouvoir. Et c'est là où je retrouve M. Ancelade. Parce que, quelque part, quand il explique la situation dans laquelle il était à ce moment-là, c'est qu'il a questionné la légitimité des décisions qui étaient prises. Est-ce que quand vous avez un agent de police qui vous contrôle, qui dit « il faut qu'on lui trouve quelque chose », eh bien, cette personne-là, elle est encore dans une approche légitime de l'exercice de la parcelle de pouvoir qu'on lui a déléguée. Eh bien, moi, je dis non. Je dis non parce que, finalement, on rentre dans l'arbitraire. Il est déterminé à le verbaliser. Et c'est là où, à un moment donné, on franchit les limites. Y a d'autres choses qui ont été dites sur la formation déontologique. Et moi, je crois qu'il faut qu'elle soit encore plus poussée, la formation déontologique des policiers. Parce qu'en tant qu'auxiliaire de justice, c'est quotidiennement qu'on est en contact avec des gendarmes et avec des policiers. Et la plupart du temps, il faut le reconnaître, les choses se déroulent le mieux du monde, pour reprendre l'expression du Candide de Voltaire. Sauf qu'il arrive, parfois, que pour X ou Y raison, eh bien, on questionne cette légitimité-là en tant qu'avocat. On questionne cette légitimité-là quand on voit un gamin qui, sur sommation, est déjà à genoux, les mains derrière la tête, et qu'il attend qu'on le menotte, et que plutôt que de le menotter, eh ben, on va lui mettre un coup de pied dans le thorax, et il va garder, pendant toute sa garde à vue, la trace du pied du gendarme sur son torse. Et quand on va lui conseiller de déposer plainte pour violence, parce qu'il a été victime d'une violence qui était totalement illégitime à ce moment-là, eh bien, on va, de l'autre côté, tout faire pour décourager le dépôt de plainte. Et ça n'est pas une seule fois que ça m'est arrivé. Lorsque je questionne les raisons d'une garde à vue, parce que je suis aux côtés d'un client, et qu'à aucun moment, je regarde les critères qui permettent de placer quelqu'un en garde à vue, et j'écoute le déroulement de la garde à vue tel qu'il se fait, et que je découvre que progressivement, que mon client n'était même pas dans l'affaire, mais c'est simplement parce qu'il connaît quelqu'un qu'on le met dans l'affaire et qu'on le met en garde à vue, et que je questionne l'enquêteur sur ce pourquoi mon client est là, eh bien, finalement, personne n'est capable de me répondre et la garde à vue se solde par un rien du tout. Et quand je dis qu'il faut déposer plainte pour garde à vue abusive, eh bien, là, on me regarde avec de gros yeux. Et oui, j'ose le dire, parfois, il y a des gens, il y a des critères, vous l'avez dit, il y a des règles qui sont fixées, des règles qui doivent s'imposer à chaque personne dans l'exercice de ses fonctions. Et à chaque fois qu'il y a un usage de la force par ce qu'on appelle les forces de l'ordre, eh bien, il faut qu'il respecte les critères de légitimité, de nécessité et de proportionnalité. Et à chaque fois que cet exercice de la force n'est pas nécessaire, ou il n'est pas justifié par un élément légal, ou il n'est pas proportionné, eh bien, à chaque fois, il devrait y avoir une remise en question du comportement de l'agent de police. Et j'en viens au fait qu'on ait cité l'IGPN.
L'IGPN, c'est un peu comme la baguette magique des violences policières. Comme si à chaque fois qu'il y avait un événement dramatique à l'égard d'une personne qui était victime d'une violence policière, et je ne fais pas de généralité, hein, je parle de cas à chaque fois très concrets. On invoque l'IGPN comme si c'était la recette miracle. Mais il y a un rapport d'enquête parlementaire sur le fonctionnement de l'IGPN qui n'est pas très glorieux pour l'IGPN. L'IGPN, la question se pose de sa tutelle par le ministère de l'Intérieur, où en définitive l'IGPN fait des enquêtes aussi bien administratives que judiciaires, et où à la fin des fins, ils vont rendre un rapport pour dire si oui ou non il y a une faute. Et bien souvent, on considère qu'il n'y a pas de faute, parce que sur 5000 saisines de l'IGPN, vous ressortez avec 5 fautes caractérisées. C'est ça que dit le rapport d'enquête parlementaire. Et donc, à la fin, vous vous retrouvez avec des fautes qui sont traduites par des instances disciplinaires et rarement sur le plan judiciaire. J'ai sorti un article qui est sorti aujourd'hui dans Le Monde, où c'est un confrère à nous, Yacine Bouzrou, qui est en charge de la défense de la famille de Naël, où il explique justement, et j'ai trouvé ses explications sur le fonctionnement de l'IGPN tout à fait savoureuses, et puis où il dénonce, et je suis tenté de faire mien ses propos, où il dénonce à certains moments, parfois aussi, non pas tellement l'inertie administrative qui est dans la hiérarchie policière, mais l'inertie judiciaire. Parce que se pose la question à un moment donné de la traduction judiciaire de ces comportements-là. Quand vous avez là, en l'occurrence, Naël, le cas Naël, quand on regarde le rapport qui fait suite tout de suite, immédiatement aux événements, on a l'impression que c'est Naël qui était déjà en train de tuer un policier. Et on se rend compte, heureusement, grâce à la vidéo, que l'histoire n'est pas tout à fait celle-là. Et je veux aussi citer une autre affaire qu'on a citée en off, celle du producteur martiniquais, où, là encore, il y avait une histoire où, quand on lit les rapports de police, on a le sentiment que le gars a été violent, qu'il a été agressif, qu'il a été méchant, et tout de suite, c'est un bandit, et comme il est criminalisé, on a fait en sorte de le maîtriser en respectant toutes les règles. Et puis, sort la vidéo. Et la vidéo nous dit une histoire totalement inverse, où on a été chercher le gars et où on a été jusque chez lui pour pouvoir le tabasser. Il y a aussi l'affaire de Claude Jean-Pierre. Claude Jean-Pierre, où sans la vidéo, on n'aurait pas eu les mêmes questionnements qui se seraient posés. Et moi, ma question, elle demeure. C'est-à-dire que quand on voit en plus le fonctionnement de l'État vis-à-vis de ces violences-là, qui s'inscrit dans un déni. Je rappelle que c'est le même gouvernement qui est aujourd'hui en place, qui voulait faire passer en 2021 l'article 24 de la loi sécurité globale, qui visait à éviter qu'on puisse filmer un policier en train d'accomplir un méfait. Et je me demande, est-ce que finalement, c'est pas très loin de cette espèce de présomption de légitime défense que le Front National voulait nous faire avaler pendant les élections présidentielles d'il y a 2 ans. Et je m'en arrêterai là. C'est ensuite Evita qui puisse réagir sur les propos de Raphaël. Oui, donc j'entends ce que Raphaël. Maître Lapin. N'est-ce pas ? Voilà. Donc bon, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des dérives forcément qui doivent être punies et condamnées. Bon, néanmoins, tout ce qu'il a évoqué concernant les rapports parlementaires, tout ce qui s'ensuit, par rapport à l'affaire Naël, les faits on dit, qui prennent une autre tournure parce qu'il y a l'apparition de vidéos. Ce sont des faits qui sont réels, visiblement. Néanmoins, moi, je le dis, moi, je ne suis pas magistrat ni juge. Il faudrait quand même pour l'affaire Naël, attendre la suite de l'enquête et voir à quoi ça aboutit. On ne peut pas aujourd'hui faire fi de la présomption d'innocence du policier. On va dire, ce n'est pas une option. C'est dans la Constitution, c'est une loi. Donc, par rapport à on a évoqué les faits, l'affaire Naël, je pense qu'aujourd'hui, il serait sage, parce qu'on a entendu beaucoup de choses dès le début, de part et d'autre. Il y a eu des récupérations politiques. Là, moi, je ne suis pas là pour faire de la politique, je suis syndicaliste, mais néanmoins, je pense qu'il faut recentrer les choses, revenir à l'essentiel et appliquer les règles autant pour le citoyen lambda
qu'elles soient appliquées pour le citoyen lambda que pour le policier. Et je pense que la présomption d'innocence, on ne peut pas en déparentir parce que c'est un policier, parce qu'on a eu justement 8 secondes de vidéo qui peuvent être mises en émoi, qui peuvent susciter beaucoup de, on va dire, beaucoup d'interrogations. Oui, mais qui peuvent évoquer beaucoup d'interrogations, mais je veux dire qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut attendre, je pense, le jugement, les décisions de justice par rapport à cette affaire. On peut dire que la violence, la notion de violence légitime ne donne pas tous les droits à un policier, à un gendarme. Alors, rapidement, jusqu'où, quand on parle de violence légitime, jusqu'où pouvez-vous aller? Que pouvez-vous faire et ne pas faire pour que ceux qui nous écoutent puissent bien comprendre les choses? Il faut comprendre aussi les choses. C'est que, alors, au-delà de tout ce qui se dit, moi, sur une simple interpellation, sur un contrôle simple, quand les choses se passent bien, je veux dire, quand les policiers font honneur au code de déontologie, quand les choses se passent bien, la majeure partie du temps, on n'arrive pas à ce genre de dérive. Quand on appelle quelqu'un, qu'on lui dit, bon monsieur, on va vous contrôler, que la personne reste là, on n'est pas censé arriver à ce genre de dérive. Donc, c'est vrai que il faut mettre les choses un peu à leur place par rapport à ça. Effectivement, il ne faut pas faire preuve de déni en disant que les violences, entre guillemets, illégitimes n'existent pas. Il ne faut pas non plus faire un amalgame généralisé et dire que tous les policiers, toute la police commet des violences illégitimes. Et parce qu'il ne faut pas oublier aussi le rôle du policier. Et ça, il faut remettre de temps en temps, rafraîchir un peu la mémoire l'esprit des personnes, de la population, et dire que remettre en avant le rôle du policier qui est là pour protéger, pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Voilà, c'est mon propos. C'est important. Alors, il faudrait rappeler, justement, c'est là où je dis, on avait des grosses discussions civiques quand on est gamin, on ne le fait plus, mais je pense que dans la police, il devrait avoir la prière du matin, il serait le jour où nous devons respecter le citoyen. Mais c'est vrai que, non, mais je dis ça, mais trop souvent, on voit cette situation, et malheureusement, ça dégrade tout. Ça dégrade tout. Vous savez, je vais faire une parenthèse. Il y a un truc que je me rappelle tout le temps là-dessus. Là, c'est pas policier. Parce que finalement, on rentre dans un jeu de... Pardon, vas-y. Non, mais c'est... Non, mais vas-y. Tu gardes ta pensée ou tu... Non, vas-y. Bon, d'accord. Non, parce que moi, j'ai trouvé, en visionnant cette vidéo, les émeutes sont d'importance. Ça, il n'y a pas de doute dessus. Et ce qui est intéressant dans cette affaire Naël, c'est qu'on a tendance à dire gauche, droite, c'est la même chose. Là, autour de cette affaire, les idéologies différentes émergent. Ça, c'est clair. Il y a la vision de la droite et de l'extrême droite qui dit peu importe les fautes du policier, en fait, il a tué, c'est pas très important. Parce que, regardez, il s'agit d'un jeune de 17 ans qui conduisait une voiture, donc sans permis, etc. Et il détourne, c'est une technique de manipulation qui est connue. Il détourne complètement l'objet du débat et on met le projecteur sur ce jeune et il est arabe. Et il est arabe, comme par hasard, il est arabe. Tandis que la gauche dit non, vous n'avez pas le droit de tuer. Parce qu'effectivement, le refus d'obtempérer, j'ai vérifié, dans le code, c'est 2 ans. Oui, la loi, 2 ans, la peine de mort. C'est 2 ans maximum. Hein. Je veux dire, c'est très rare qu'on donne 2 ans pour un refus d'obtempérer. Surtout un gamin de 17 ans. Et lui, il a décidé de l'exécuter. Voilà. Il exécute. Sauf qu'il a oublié une chose, le policier, quand même. C'est que même les juges n'ont plus le droit d'exécuter. Il n'y a plus de peine de mort en France. Et c'est ça ce que dit la gauche. C'est que avez-vous le droit de tuer un jeune de 17 ans parce que dans une voiture, et maintenant il y a un doute. On dit qu'on voit la voiture arrêtée, on voit les policiers sont sur la gauche,
du véhicule, ils ne sont pas en face. Comme dit tout à l'heure Raphaël, il y a un rapport qui était sorti où ils étaient quasiment, le jeune allait foncer sur eux. On voit bien. Et puis surtout, comment dirais-je, on ne voit pas, on voit pas une situation, on voit une voiture qui démarre pas en trombe d'ailleurs. Et d'ailleurs, maintenant, de plus en plus, il y a une autre version. Le témoignage du copain. Voilà, le témoignage du copain qui remet en cause cette histoire qui dit voilà comment la voiture est partie. C'est parce qu'il avait reçu la balle. Donc, et c'est intéressant de voir qu'il y a des moments précis dans une société avec Macron où il n'y a plus d'idéologie, eh bien, on trouve vraiment les différences. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que on ne peut pas nier. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites, je peux pas, ce serait un déni de dire, de refuser de reconnaître qu'il y a chez les policiers, il y a des gens très bien. Nous, on a d'excellents rapports avec un certain nombre de policiers en Guadeloupe. Et il y a des gens aussi, effectivement, qui sont notamment racistes. Et ça, je veux dire, il faut aussi l'admettre. Parce que... C'est quoi un policier très bien? Hein? Très bien, très correct. Très bien. Un policier, moi j'appelle un policier très bien, un policier correct. Je vais vous dire, par exemple, un policier correct. À Montvergue, j'accompagne quelqu'un, elle fait son audition. Et à la fin, j'ai dit, mais c'est hallucinant. Je n'ai jamais vu de ma vie un policier retranscrire aussi parfaitement ce que quelqu'un avait dit. C'est quelqu'un de très honnête et de très loyal. Voilà. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Parce que cette question de racisme vient tout le temps. On dit tout le temps, il y a effectivement certains policiers qui sont racistes. Et Pas en Guadeloupe. Pas en Guadeloupe. Nous parlons de la France. Hein. D'accord. Nous parlons de... Alors, moi, je ne sais pas le même rapport. C'est pas le même rapport. C'est Ben pas oui. le même rapport. Donc, Naël, nous un parlons couplet. actuellement du poème de Naël. Ça, c'est une réalité. Alors, ce qui est marrant, parce que vous avez parlé des règles. Il a parlé des règles quand, justement, Oui. notamment au refus d'obtempérer. C'est sous Hollande, hein, quand même, il faut le dire, qu'on a on a autorisé les policiers à pouvoir faire l'usage de leurs armes, mais, et tout à l'heure, ça a été bien dit, extrême nécessité pour immobiliser. Et d'ailleurs, j'ai entendu un avocat qui disait, mais si on veut immobiliser, pourquoi on tire pas? Pourquoi on tire pas dans les pneus et autres? Il paraît que non, enfin, c'est pas possible. Enfin, voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a un sous-préfet. J'ai entendu, il est passé sur les Bigot, je crois, il s'appelle Monsieur Bigot, et qui dit, moi, j'ai pu entendre des conversations que des policiers avaient entre eux. Et il dit, mais c'est pas possible, le langage qu'ils ont. Il dit, moi, je fais pas trop de différence entre ce qu'ils disent, leur langage, et certains des délinquants, etc., qu'ils amènent au commissariat. Et il fait une description de certains policiers qui est terrible. Parce qu'on se dit, effectivement, si ces policiers se trouvent dans ce contexte-là, c'est possible, c'est tout à fait possible que ça arrive au drame. Et pourquoi les jeunes ont cette violence en eux? Ben parce qu'ils vivent tous les jours, au quotidien. C'est incroyable, j'ai entendu un journaliste qui a fait un reportage dans une ville du Nord, dans un commissariat. Il y avait un gamin, il expliquait d'ailleurs qu'il y avait un gamin qui tous les jours quasiment était contrôlé. Et pour des raisons, autres, je ne vais pas rester très longtemps sur cette question, mais vous imaginez comment vit un gamin de 14-15 ans qui est tout le temps contrôlé. Et ça, c'est vrai que le contrôle, le délit au faciès est une réalité. Donc, on ne peut pas... C'est sûr que les images sont terribles, mais je dis, il faut aussi, si on veut être honnête, il faut dire que face à ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il y a une violence, mais il faut aussi chercher la cause. Est-ce que tant qu'on ne cherchera pas la cause... Lorsqu'on parle de violence légitime, est-ce qu'on met simplement la violence physique?
Ah oui, le monopole. non, mais pas seulement. Pas seulement. Je suis désolé, mais Pas seulement, pour moi, mais- il y a différents types de violences. Parce que Quand vous avez, c'est aussi ça le code de déontologie qui s'impose aux forces de l'ordre. L'usage du vouvoiement, c'est pas moi qui le dis, c'est le code de déontologie. Ah non, mais ça, Le- tu parles pour les policiers. Je pensais que Alors moi, je le juste parlais avant, en général. Raphaël, Est-ce que juste les violences... avant, un exemple, juste. Lorsqu'on a un président de la République qui a recours justement à l'article 49.3 de la une violence. Oui, bien sûr, Constitution c'est une pour violence. faire Bien passer sûr. une loi alors que la population désapprouve, est-ce qu'on peut l'assimiler à de la violence légitime? Alors, Ah non. c'est- Non, ah, on peut il y a- pas c'est l'assimiler. c'est une violence légale. Voilà. C'est typiquement le cas d'une violence Pas qui est dans légitime, notre Constitution, mais légale. mais qui, à un moment donné, La différence, on peut questionner la légitimité. Le légal, c'est ce qui est dans La le loi. droit positif. Ben oui. C'est la loi. Le légitime, c'est ce qui, à un moment donné, va être accepté, va être considéré comme moralement acceptable par une large majorité. Et c'est là où, à un moment donné, on assiste à un divorce. Le terme a été utilisé par Evita. Moi, quand je vois les commissariats en feu, ce que je vois qui est en feu, c'est véritablement le contrat social. C'est le contrat social. C'est ce contrat qui unit le peuple à ses institutions. On est en train d'avouer, de faire l'aveu de ce que la violence qui est aujourd'hui employée par les délégataires du pouvoir n'est plus légitime. Et il y a un divorce profond entre le peuple et ses institutions. Alors là, on le voit à l'occasion du décès d'un jeune, comme on l'avait vu déjà en 2005. C'est pas le premier phénomène qui nous pousse à nous interroger là-dessus. On l'a vu aussi chez nous en 2021. Et en 2021, je tiens à le rappeler, on avait parlé beaucoup de la violence des jeunes. Ici, avec vous aussi, Yvelise, on avait eu l'occasion de recevoir des personnes qui étaient descendues, les jeunes des barricades, comme on les appelait. Et on avait parlé de cette lettre ouverte de la jeunesse guadeloupéenne qu'on avait co-signée et qui avait eu un retentissement phénoménal, précisément parce qu'on avait parlé de cette colère et de ce divorce entre les institutions et le peuple. Et qu'est-ce qui a été fait 2 ans plus tard ? Qu'est-ce qui a été fait 2 ans après ? Il y a eu tout un tas de symposiums sur la jeunesse guadeloupéenne. Et finalement, qu'est-ce qui a été ? Eh bien, c'est là où, à un moment donné, on retrouve ce divorce et cette défaillance dans la confiance et cette absence de confiance entre le peuple et ses élus et ses institutions plus globalement. Mais juste pour ajouter la question de l'impunité, parce que ça, c'est le gros problème. C'est vrai, jusqu'à l'apparition des portables, c'était l'impunité la plus totale. Quel que soit ce que le policier avait pu faire en France, les magistrats lui donnaient raison. Parce que c'est sa parole contre celle d'un jeune ou même parfois même de quelqu'un qui n'était pas délinquant. Et je me souviens de cet ouvrage, peut-être que tu l'as lu, Harry, et qui malheureusement, je crois qu'on ne peut plus le retrouver, donc il vaut de l'or, s'appelait « Les dossiers noirs de la police française ». Et c'était justement des journalistes qui avaient écrit un ouvrage qui racontait tous les abus qui avaient pu avoir lieu dans tous les commissariats de France. Et je me rappelle, quand on lisait cet ouvrage, il y avait peut-être 2 pages blanches. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi ces pages blanches? Et en fait, la police, effectivement, l'institution avait poursuivi en disant, voilà, c'est diffamatoire et tout. Et il n'y avait que 2 pages que les juges ils avaient réussi à faire, les juges, éliminer 2 pages dans l'ouvrage. Donc, ça veut bien dire que tout le reste était exact. Et déjà, donc, ça veut dire que ça fait des années qu'on sait qu'il y a des abus, mais qu'on ferme les yeux. Et j'ai le souvenir d'un juge d'instruction qui un jour nous avait dit, ce que vous me demandez là, vous vous rendez compte? Vous me demandez de faire cet acte auprès des gens avec qui je travaille de manière quotidienne. Et voilà. Et tout est dit. Et tout est dit. Et il avait eu le courage de nous le dire. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas simple. Parce que, en fait, les magistrats se disent, c'est quand même sur eux
que l'ordre se fonde, on se fonde sur ça, sur ces policiers-là, Patrice. sur ces gendarmes-là. Donc, on ne peut pas les poursuivre et on le fait quand vraiment... Ben maintenant, Naël, le monde entier est au courant. Donc, je pense que là, l'enquête sera certainement désolé, sérieuse. Je rebondis d'une phrase sur ce que vient de dire Evita, parce que quand elle dit ça, c'est que c'est en définitive le serpent qui se mord la queue, mais qui ne fait pas que se mordre la queue, qui se dévore lui-même. Parce que quand on se retrouve à avoir ceux qui sont censés être les dépositaires de l'éthique, de l'intégrité, ceux qui sont censés précisément sanctionner les gens pour les défauts à la légalité, qui disent oui, mais attention, je suis tenu par un conflit d'intérêts, littéralement. Parce que c'est ça, en définitive. C'est que j'ai un intérêt qui est contradictoire. Eh bien, on a un peuple qui perd confiance. Parce qu'en face, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on a une famille qui est là, on a une famille qui est dans l'attente, on a une famille qui se questionne, qui ne comprend pas comment est-ce que le petit frère, le fils, est décédé. Et s'il n'y a pas de vidéo pour pouvoir leur dire, mais mi, ça est passé. Mais c'est comme ça fait. Eh bien, en définitive, parfois, ils ne savent jamais rien parce qu'il y a des classements sans suite qui ne se disent pas. Et le geste que je viens de faire là, j'espère que c'est pas ce qui arrivera à mes clients qui ont connu le 11 mai le décès de leur petit frère ou de leur fils. Abemao? Abemao. Ah ben ouais, d'accord. Le problème, c'est Mais que- Harry a eu beaucoup de chance, hein. Il n'y avait pas encore Quand ça t'est arrivé, il n'y avait pas encore Pourquoi le j'ai eu portable. beaucoup de chance. Ah ben oui, parce qu'ils auraient pu dire n'importe quoi, dire que tu as été plus qu'outrageant. Quand Ils auraient pu dire... Tu as dit que quand tu as été arrêté... Oui, Ouais. après... Ah ben oui, il n'y avait pas encore de portable. Ah Ils non, auraient oui. pu Ah non, mais inventer moi, de toute n'importe façon, il n'y a quoi. pas eu de... Moi, j'ai payé une amende, c'est tout. Ah, et l'autre Non, mais ça soir- aurait pu l'autre soir, être, j'étais emmené, et là, j'étais condamné, en plus. et je te dis, et là, il n'y a pas eu... Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu un débat sur ce qui s'est passé. Personne n'a dit ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas eu de... La seule violence qu'il y a eu, c'est que le policier m'a poussé la portière sous ma jambe. Et j'ai très mal pris ça, mais j'ai pas eu de violence. Mais... J'étais condamné sur ce que j'ai dit au commissariat. Et parce que j'ai dit que les autres étaient exploités par le colonialisme français, par exemple. Et ça, on me l'a fait payer. Vous vouliez Bon, dire je vais quelque dire, chose oui. ensuite, Non, mais vas-y, je laisse pas. Oui, donc, bon, on a parlé tout à l'heure de la loi de 2017 concernant le refus d'obtempérer, qui a évolué. On n'a pas dit pourquoi elle a évolué. Cette loi a évolué suite aux attentats. Oui, c'était à l'époque. Donc, c'est vrai que, alors, à chaque fois, on légifère en fonction du contexte, des circonstances. Il faut peut-être s'attendre, il y a l'affaire Naël, il faut peut-être qu'il y aura un après, peut-être qu'il y aura d'autres dispositions législatives. Ce que j'ai envie de dire, c'est que cette loi de 2017, elle prévoit, comme vous l'avez dit, que quand sur un refus d'obtempérer, que le policier peut faire usage de son arme. Mais c'est bien, comme on dit, c'est bien cadré. C'est bien cadré. C'est bien cadré. Après, bon, j'ai vu qu'on a fait une petite parenthèse. J'ai eu l'impression qu'on faisait déjà le procès du policier qui a tiré sur Naël. Bon, soit. c'est pas notre genre, hein. Non, mais je sais quand même C'est pas notre à le genre. dire parce que tout à l'heure, pour rester cohérent, je disais que laissons place quand même à la présomption d'innocence. Et comme je le dis tout le temps, je n'excuse pas tout ce qui se fait dans notre corporation, surtout quand ce sont des choses qui ne rentrent pas dans les clous. Mais il y a une chose, une notion, il y a quelque chose qu'il faut, quand on est sachant, quand on vit les choses, parce que je suis policier, il faut savoir que dans dans des situations où il y a usage de l'arme, le policier a moins d'une seconde pour se poser la question est-ce qu'il utilise son arme ou pas. Il y a 6 mois d'instruction. L'affaire Naël peut-être va prendre peut-être 6 mois, 1 an. On ne sait pas. Donc, c'est pour montrer que c'est une difficulté parce que vous imaginez que vous êtes dans une situation, vous avez un stress, vous ne savez pas quoi faire, eh bien vous prenez la décision de tirer. Et peut-être que vous n'êtes pas dans les clous. Peut-être que vous n'êtes pas dans les clous. Je voudrais répondre. Non, juste qu'il termine ses propos. Non, qu'il termine ses propos. Non, je vais répondre. Non, qu'il termine ses propos. Non, mais formé pour ça. Et en fait, c'est là. En fait, oui, moi je veux bien tout entendre. Il y a un manque de moyens, il y a un manque d'hommes, il y a un manque de tout ce que vous voulez. Mais moi, je ne suis pas formé pour, avec une arme, savoir. Je suis désolé. Raphaël, ce qu'il faut dire, terminer son propos. moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que, enfin, pour moi, parce que je suis naïf, mais bon,
Non, pas à ce stade-là. Quand on décide d'épouser cette profession, de rentrer dans la police, on n'y rentre pas à l'idée de tuer les gens. J'espère. Voilà, c'est ça. Et quand on serait arrive terrible, à ce stade-là, c'est encore dans l'exercice de nos fonctions. On a peut-être fait le mauvais choix. Le mauvais choix de tirer ou de ne pas tirer. Parce qu'on peut faire le choix de ne pas tirer, et puis c'est le policier qui reste sur le carreau. Donc il y a des situations qui sont complexes. On se retrouve face à des situations qui sont quand même complexes. Il faut quand même avoir ça à l'esprit. Donc tout ça pour dire que, effectivement, il y a des choses peut-être qui passent à la trappe, qui sont rattrapées par les vidéos. Bon, après non plus, on ne peut pas faire justement faire une condamnation. Je dis souvent condamner quelqu'un sur un scénario enfin une vidéo de 8 secondes. Non, mais ça veut un élément à charge. un élément de l'enquête. Non, mais c'est un élément de l'enquête jusqu'à ce qu'on ait l'aboutissement du jugement. Là, jusque-là, c'est un élément de l'enquête. Non, mais on est d'accord. C'est ça. On est d'accord. Ce qu'on veut dire. Alors, mais il n'arrive pas à terminer son propos. Ah, mais je croyais qu'il avait terminé. Non, il n'a pas terminé. Non, mais je veux dire qu'il faut quand même Patrice, prendre en allez-y. considération la difficulté du policier au quotidien. Que c'est pas facile, le policier vit avec une épée de Damoclès sur la tête tout le temps. Il doit se justifier dans tout ce qu'il fait. Il a sa hiérarchie sur le dos, des fois il doit rendre compte, tout le temps, il doit rendre compte à la justice, et quand il se retrouve dans ce genre de situation, là, quand les choses se passent mal, c'est vraiment la tourmente, et du jour au lendemain, le policier, il perd tout. S'il se retrouve dans une situation, justement, où il s'est avéré qu'il a fait le mauvais choix, du jour au lendemain, Pas dans le cas de Naël, puisque la cagnotte qui a été mise en place, c'est quand même plus de 2,6 millions d'euros de récolte. Non, mais on est d'accord. Ce que je Il y a voulais des dire, choses quand c'est même qu'on n'a pas pris. On n'a pas pris, on ne connaît pas le dossier. Mais on s'est contenté de dire que la version officielle qui avait été donnée initialement, quand on voit la vidéo, on voit bien, on ne fonce pas sur eux, ils sont sur le côté. C'est juste ça. Donc ce sont des éléments qui peuvent déjà nous interpeller. Mais moi, justement, je vais vous demander quelque chose. J'ai une question à vous poser. Alors, je profite juste une question. Le jeune Saleh, quand il sort de Fouillol et qu'on lui demande, gendarme lui demande vos papiers, contrôle vos papiers, il marche, il est à pied. On vous demande vos papiers, logiquement, il a un baggy, il a une poche donc sur le côté là. Donc c'est logique, on vous demande vos papiers, on attend au moins que la personne, logiquement, cherche ses papiers. Cherche ses papiers et les remette. Il fait ça, on lui tire dessus. D'accord? Et il est acquitté après, parce qu'on considère que justement, ce qu'il a fait, il n'avait pas d'intention ou autre, enfin il est acquitté. Vous comprenez que ce sont ces dossiers-là, et les Guadeloupéens, par rapport à, je veux dire, notre police, on la connaît, mais en général, les forces de l'ordre, les Guadeloupéens ont un problème par rapport aux forces de l'ordre. Et d'ailleurs, comment on appelle le gendarme? On l'appelle la loi. Et Mamblo. Mais la loi Vigny à Casamouin, etc. Parce que, et c'est vrai qu'il y a un problème vis-à-vis notamment le rapport avec les gendarmes, parce que nous avons, on peut citer, tu as parlé tout à l'heure de Clodo, mais on peut citer 2 cas. Alors, avant de citer 2 cas... Non, mais je ne vais pas développer. Je ne vais pas développer. Et puis, ce dont on ne voulait pas parler, mais dont on est obligé de parler maintenant, mais que l'histoire voulait étouffer, c'est mai 67. Bon. D'accord? Voilà. Alors, tu vois... Où il y a eu un massacre. C'est intéressant, parce que tu es arrivé, tu apportes de l'homme, en réalité, de l'homme. Parce que, justement, ce que j'allais dire... Nous abordons jusqu'à présent le problème comme si nous parlons de la police et des citoyens. Or, l'élément fondamental qui pose problème, il est racial. Si c'était une affaire qui s'était passée entre Blancs en France, il n'y aurait pas eu tout ça.
c'est qu'il y a une communauté, et toute une communauté minoritaire, qui en a marre. Et quand je dis, quand ça m'est arrivé, j'avais 23 ans, ma réaction, mais c'est parce que j'en avais marre aussi. Tout le temps, on est embêté pour ceci, pour cela, etc. Même devant Janson, je me fais arrêter, je suis avec des copains, on refuse. Enfin, c'est un truc de dingue. Hein. Alors, justement, le problème, eh bien, vous voyez, ça m'amuse d'entendre aujourd'hui, en 2023, d'entendre ce que Evita vient de dire. J'ai été, je le disais tout à l'heure, en correctionnel, encore une fois, en 1981. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, c'est 2 fois, mais ça fait 2 fois. Mais non, mais je suis à l'aise avec ça. J'ai pas de problème. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit la présence de gendarmes blancs en Guadeloupe est une agression contre le peuple guadeloupéen. On m'a dit que je ne le signerais pas, je l'ai signé à la gendarmerie. Quand je l'ai signé, je passe en correctionnel. Point. Mais je vous dis une chose. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je considère que j'ai eu raison. On a pris ça bêtement. Mais ce que tu viens de dire, c'est ça. On a un problème. Regarde, on parle d'un problème guadeloupéen, qu'est-ce qu'on dit? C'est parce que c'était des gendarmes. Parce qu'on a un problème. La loi, et j'ai toujours dit ça, on ne peut pas éduquer son enfant. J'ai dit, mais comment je peux éduquer mon enfant en Guadeloupe en tant que nègre et lui dire l'ordre est blanc? Oh là, mais fais ça en France. Maintenant qu'il nègre à don bled en France, et vous comprenez ce qu'il fait, c'est pour qu'on mette idéaux tout de suite. Ils ne vont pas le tolérer. Mais ce n'est pas du racisme, c'est un principe. Ça n'existe pas. On va, alors, quand un Chinois maintenant qui flique japonais, qu'il y a un problème. Il y a un problème fondamental là-dessus, l'ordre à ce niveau-là. Et ça m'embête. Parce que je ne suis pas contre le principe. Il faut de l'ordre. Enfin, tout doit se faire normalement. Mais ce qui pose problème après, c'est des attitudes. Le grand débat là, c'est quoi? Le type, parce que le gamin, parce qu'au début, je ne savais pas qu'il était arabe. Je dis, tiens, c'est bizarre cette histoire. Mais comment on va dire, voilà. Je dis, voilà, mais comment on va vu la grand-mère, le ceci, je dis, voilà, ben voilà. Mais c'est ça qui est le problème. Le problème, c'est ça. Parce que ici, je ne sais pas si vraiment souvent, on a des histoires entre les Guadeloupéens et la police. Par contre, ce que je trouve, c'est qu'au fur et à mesure, on désorganise une population. Alors, je vais vous dire ce qui me dérange ici. C'est quand j'entends que des pompiers vont faire quelque chose parce qu'il y a un problème ou un incendie et qu'on caillasse les pompiers. Ah ouais. Je dis, on est arrivé à un stade où même ça se fait, mais tout ça parce qu'on crée une situation et ça ne peut pas s'expliquer. C'est impensable ce genre de comportement. Mais voilà comment on déstructure une population, parce que c'est pas logique que des jeunes fassent ça. On ne peut pas tabasser des pompiers. Qu'est-ce qui justifie qu'on tabasse des pompiers? Il n'y a pas de raison, et pourtant on le fait. Eh bien voilà, eh bien c'est ça. Il ne faut jamais partir sur de mauvaises bases. Cette société-là est pourrie à la base. Depuis gamin, j'ai assisté, depuis 12 ans, j'ai assisté, des gendarmes avaient tabassé des gars à l'assainissement, un père de famille et son fils. J'étais gamin, j'ai vu. Mais les gendarmes, ils avaient les 500, ils sont partis. Mais moi, à 12 ans, j'avais compris une chose. Si à 12 ans, on tabasse des gens et les gendarmes partent, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. C'est sûr, des fois, on bite, on croit pas avec eux. Ben voilà. Mais on a vécu trop ce genre de choses. Et en France, c'est même bidin là. Alors, il faut arrêter. Merci. Alors, rapidement, Raphaël, puisqu'il va falloir poursuivre. En fait, en réaction au fait que le principe de présomption d'innocence ait été évoqué, en tant qu'avocat, nous serions bien naturellement les derniers à remettre en question ce principe auquel on est très attaché. En revanche, et derrière mon propos, il n'y a aucune idéologie. On ne doit pas se cacher derrière le principe de la présomption d'innocence pour s'inscrire dans une forme de déni d'un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas moi qui le dis. Amnesty International a interpellé la France sur la question. L'ONU, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu, a épinglé la France le 1er mai 2023 sur la question des violences policières. Et des pays, j'avais fait la litanie des pays la dernière fois qu'on s'était vu, mais je peux la reprendre. Le Danemark, le Liechtenstein, la Suède, la Norvège, le Luxembourg, le Venezuela, la Malaisie, et attention, pas des moindres, il y a eu les USA, et surtout, mais moi c'est ça qui m'a interpellé, la Russie et l'Iran, qui ont épinglé la France sur des questions de violence policière. Et là-dessus, avec la coloration raciale derrière, évidemment. Et en fait, moi, ce qui me gênerait... On parle de qui? De quoi? La Russie? Oui, non, mais la Russie et l'Iran qui ont interpellé la France dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est bien la Russie qui a délégué à un groupe armé privé le droit de mener une partie du combat à sa place. Donc quand on parle de la Russie, je suis bien étonné. Oui, mais c'est dire l'ironie et le point auquel la France
en arrive aujourd'hui. Il y a un site internet qui a été créé qui s'appelle Victimes de violences policières. Je vous invite à taper ça sur internet.fr. Et en fait, on se retrouve... vraiment pas entendre la Russie parce que non, mais ils font le décompte. Oui, mais c'est le point auquel on en arrive. C'est-à-dire que la France aujourd'hui se fait moquer par des dictatures parce que son régime policier devient un régime absolument violent où précisément la légitimité est questionnée. Et je vais juste aller, je vais aller au bout. Je vais aller au bout de ma réflexion. Mais oui, la violence. La Russie. La France peut être pire que la Russie. Non, mais faut peut-être. Non, mais qui dit que la France est pire que la Russie? C'est la Russie. C'est la Russie. 5093 victimes. Oui, mais 5093 victimes depuis novembre 2018. C'est le décompte qui est fait régulièrement par ce site victimesdeviolencepolicières.fr qui, depuis les événements des Gilets jaunes, recense non pas les personnes qui sont décédées, mais les personnes dont on estimerait qu'elles auraient été l'objet de violences arbitraires. Et en fait, on doit, à mon avis, sans pour autant questionner une affaire en particulier, si le principe de la présomption d'innocence doit s'appliquer, mais cette affaire en particulier s'inscrit dans un contexte plus global où on se retrouve à répétition avec des affaires où on ne parvient pas à faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et où quand, par miracle, on se retrouve à avoir une vidéo qui tombe dans l'escarcelle, moi j'aurais adoré avoir une vidéo des événements du 11 mai. Eh bien, on se retrouve, comme par miracle, à découvrir que la version officielle, le discours officiel, eh bien, n'est pas le discours qui est la réalité de ce qui s'est effectivement déroulé. C'est ce qui s'est passé avec Claude Jean-Pierre, où on dit au départ qu'il avait une attitude agressive. Et on regarde la vidéo, Claude Jean-Pierre sort de son véhicule, il est déjà par terre. En réalité. Et à chaque fois, moi, c'est ça qui m'interroge. On ne doit pas se retrancher derrière des principes qui sont importants pour l'ordre juridique, pour nier un problème démocratique majeur. Parce que c'est un problème démocratique majeur quand on ne peut plus faire confiance à ceux qui sont censés nous défendre. Alors, est-ce qu'on est arrivé à la fin du monopole de la violence légitime par l'État ? Alors moi, je crois qu'on est arrivé à la fin d'un système qui est celui de l'État-nation de Westphalie, où l'État détient tous les pouvoirs. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait un moment que les pouvoirs sont redistribués un peu partout. Et peut-être, effectivement, qu'il faut qu'on pense à faire évoluer le système. Mais bon. Nous avons un appel de téléspectateurs, mais Harry, avant de récupérer les appels... Vous savez, moi je reviens à une époque. À une époque, il y avait la droite au pouvoir, il y avait la jeunesse qui était de gauche en par principe. Il y avait des guerres coloniales, l'Indonésie, etc. Il y avait des manifestations. Quand j'arrivais à Paris en 1972, souvent il y avait des petites manifestations de jeunes de gauche qui venaient manifester contre la guerre d'Indonésie, la guerre ceci, etc. Bon. Et à ce moment-là, il y avait des descentes de police. Bon. Mais là, nous parlons d'affaires franco-françaises. Les jeunes étaient français, blancs, et la police descendait, enfin, parce qu'il y avait une jeunesse de gauche qui était assez active. Bon. Quand je regarde, ces guerres coloniales n'existent plus de la même manière, etc. Finalement, même quand la jeunesse blanche descend dans la rue, souvent c'est pour défendre un problème où on a tabassé des étrangers minoritaires noirs ou de deux couleurs. Ce que je veux dire, le problème, on est en train de faire un débat sur tout un système français. Mais le mal du système français, en réalité, c'est la non-acceptation normale des minorités chez eux. Parce que finalement, si nous enlevons cet aspect, je constate que chaque scandale dont on parle, même en Guadeloupe, on est toujours dans un rapport d'un noir face à une... quand on dit police, nous, quand on est en Guadeloupe, on parle bien de gendarmes à ce moment-là. Et en France, le débat, il est toujours comme ça. Donc, nous posons le problème d'un système d'État, mais de façon globale, alors que je pense que le problème français est un problème de sa police avec les étrangers. Et c'est là que ça détourne complètement. Et il y a une génération de jeunes français blancs qui trouvent que c'est pas normal. Et d'ailleurs, on le retrouve maintenant aux États-Unis avec l'histoire qui s'est passée aussi. Il y a une nouvelle génération qui dit qu'il y en a marre. Parce que la nouvelle jeunesse française, qui maintenant voit tout ce qu'il y a comme reportage et tout ça, sur tout ce qui s'est déjà passé, commence à trouver qu'on en a fait assez. Et donc, ils considèrent que leurs ancêtres ont fait assez. Et donc, il faudrait un petit peu avoir des comportements un petit peu plus humanistes et plus égalitaires. Point. Et c'est ça qu'il faut savoir. C'est là où je dis qu'il y a le monde en train de changer. Et le monde est en train de changer. Et une nouvelle génération de jeunes Français
aussi, et d'ailleurs, de jeunes blancs partout. Ils se rendent compte, maintenant ils voient ce qu'on leur a raconté ou qu'on leur a pas raconté, ils le voient dans des films, des reportages, etc. Et ils voient très bien ce qui s'est passé, et maintenant ils sont capables de dire non. Il faut arrêter tout le temps des minorités. Une courte pause. Nous partons du côté du téléphone, puisque nous avons des appels. Bonsoir, nous vous écoutons. Bien, ce téléspectateur a peut-être raccroché. Est-ce qu'on peut profiter pour pour marquer la pause et revenir ensuite avec nos invités ainsi que les appels? Voilà, donc nous revenons avec vous, avec vos appels bien sûr, et nos invités auront à cœur de réagir sur s'il y a des questions ou sinon vos réactions. Je vous demanderai d'être vraiment, vraiment très précis, très court pour que nous puissions récupérer un maximum d'appels. Et puis, ça sera juste après une courte vidéo, le témoignage d'un policier. Et puis, regardez, appréciez. Il est au cœur de l'action. Depuis mardi, Sébastien est mobilisé sur le terrain. 6 nuits d'une violence rare. C'est aujourd'hui un policier épuisé et dans l'incompréhension. Les premières nuits étaient vraiment, vraiment intenses. Je pourrais même parler de scènes de guerre. À Dijon, c'est pas habituel. C'est pas habituel, ce genre de heurts. La peur, tout le monde l'a. Qu'on soit policier, qu'on soit pompier, qu'on soit gendarme, qu'on soit comme vous, citoyen lambda. Les forces de l'ordre font face à des tirs de mortier et de cocktails Molotov. Des commissariats sont attaqués. 700 policiers et gendarmes blessés à travers la France. Qu'on fasse une marche blanche pour un décès, tout ça, c'est entendable, c'est concevable. Mais à partir, on passe après une deuxième phase, s'attaquer à des forces de l'ordre qui font que leur travail au quotidien, c'est pas entendable. Je suis pas là pour essuyer des jets de projectiles, mes collègues également. On est là pour servir les concitoyens. Sur le terrain, les policiers font face à des groupes très mobiles et très jeunes, souvent des adolescents, avec un sentiment de défiance vis-à-vis des forces de l'ordre. Excusez-moi de l'expression, c'est des minots. J'ai un certain âge, j'ai plus de 20 ans, 25 ans que ces jeunes-là. Donc c'est compliqué. On est tous en grande partie père, mère de famille. Voilà, ça peut être l'enfant d'un fonctionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ils savent même pas aussi, certains, pourquoi ils sont là. On leur pose la question, pourquoi vous êtes là? Moi je suis parce que voilà, il y a un tel qui m'a dit de venir là. Il y en a, ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe vraiment. Poser la question aux jeunes, il y en a, ils savent même pas pourquoi ils sont là. Des violences urbaines qui fragilisent un métier déjà sous tension. L'an dernier, 11 000 agents ont quitté la police, 15 000 la gendarmerie. Du jamais vu. Mais pour Sébastien, hors de question de démissionner. J'adore mon métier. J'adore ce que je fais. Je suis vraiment bien, j'adore ce que je fais, mais effectivement, voilà, on veut du soutien, des moyens, parce que le métier de policier, c'est un beau métier. C'est un très beau métier, le métier de policier. Voilà, on veut juste que nous, on veut du respect. On va y arriver dans l'apaisement. On a senti une accalmie, en espérant que ça dure. Et petit à petit, je l'espère fortement, que tout rentrera dans l'ordre. Après ces épisodes de violence urbaine, 2 personnes ont été condamnées en Côte d'Or. D'un côté, 6 mois avec sursis probatoire. De l'autre, 4 mois de prison. Voilà, et puis nous récupérons quelques appels. Une petite réaction sur la vidéo. Je trouve que c'est vrai que je pense qu'il y a des policiers qui sont en souffrance là maintenant. Parce qu'il y a des gens, il y a des policiers remarquables qui ont une véritable envie de servir et qui se retrouvent face à cette violence. Mais il faut qu'ils essaient de comprendre. Ils ne peuvent pas dire simplement « je ne comprends pas ». Si, ils connaissent les raisons, ils savent ce qui se passe malheureusement
dans le système. Et je pense que c'est à eux aussi. D'ailleurs, je crois que c'est au moment des Gilets jaunes qu'on avait vu un certain nombre, même des commissaires, je crois, qui avaient démissionné et qui étaient intervenus pour dire comment ça se passait et pourquoi ils quittaient la profession. Et en fait, c'est ça. Lui, il veut rester, et c'est très bien, parce qu'il aime son métier. Et je pense qu'il fait partie des gens qui respectent les gens. Mais il faut que ça se passe à l'intérieur, c'est en interne qu'ils doivent changer les choses. Moi, je pense que c'est ça. Parce que ce qui se passe chez certains policiers, c'est qu'il y a une telle impunité qu'ils sont soutenus en plus à l'intérieur du système et parfois de manière ridicule. J'ai vu une fois une émission où... Oui, pour le Martiniquais, justement, qui avait été frappé, il y a un policier qui est venu et qui a tenté de raconter une histoire tellement invraisemblable qu'une enfant de 6-7 ans se mettrait à rire. Donc, parfois, moi, je pense que c'est à eux. C'est ce type de policier, c'est à eux de faire en sorte que les choses changent à l'intérieur du système. Qu'en pensez-vous, monsieur le sénateur? Non, mais il y a quelque chose qu'on a omis de dire qui est important aussi, au-delà de tout ce qu'on a évoqué, des dysfonctionnements qui ont été cités sur ce plateau. Il y a la responsabilité aussi de la parole des élus dans les médias. Je veux dire que très souvent, et ça c'est faire preuve d'irresponsabilité. Je fais pas de politique, je suis syndicaliste, mais appeler à la haine anti-flic, c'est pas non plus une solution. Et ça, on l'entend très souvent. Et ça aussi, ça attise un peu la violence envers les policiers. Et c'est pas une solution pour apaiser la situation par rapport au fait qu'elle soit aussi tendue actuellement. Nous avons un appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir à tous, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je vous écoute régulièrement, à chaque fois que je peux écouter cette émission, toujours avec madame Evita, monsieur l'ingénieur, monsieur le nouveau, monsieur Lapin et monsieur Abdallah, qui ce soir est là. Mais je suis un petit peu déçue parce que, surtout ce soir, je n'ai peut-être pas bien compris la question posée. Mais j'ai eu l'impression qu'une affaire qui est en cours, on entend plus parler de cette affaire en cours que l'impression sur les violences, quelles que soient les violences physiques, morales des policiers, voire de nous-mêmes, hein, parce que nous, citoyens, nous ne sommes pas des enfants de cœur non plus. Et je suis un petit peu déçue parce que les images que vous avez montrées là, depuis que ça s'est passé, je peux vous dire que je suis de très près les informations sur le plan national. Il n'y a pas une minute où je n'ai pas vécu ça et ça fait mal. Ça fait mal pour tout le monde. Et quand on va se réveiller, vraiment, on va regarder les dégâts que ça a fait, qu'on prendra contact avec tous nos concitoyens guadeloupéens qui vivent cette histoire-là aujourd'hui en région parisienne, on aura compris que nos enfants qui sont en métropole ne seront pas tranquilles et ne sont pas tranquilles, ne seront jamais tranquilles. D'autant plus que quand il y aura un recrutement de policiers, comme ça se faisait par le passé, il y avait de 1000 enquêtes qui se menaient et selon ce que disaient leurs voisins ou ce que faisaient les parents à l'époque, le jeune homme qui pouvait être policier n'était pas accepté. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin de cette citoyenne. J'ai besoin de mes polices. Comme aussi, nous, citoyennes, devons aussi prendre la tâche de ce qui se fait aujourd'hui au niveau familial. Il y a de gros problèmes en ce qui concerne les familles. Pourquoi ne pas demander au gouvernement de revenir comme il y avait par le passé la gestion des enfants? Quels sont ces enfants de 14-13 ans aujourd'hui dans ces histoires-là? Que faisait ce monsieur-là de 28 ans qui a été une femme enceinte chez lui avec un enfant de machin? Qu'est-ce qu'il faisait là en train de filmer et pour aller être tué et que sa femme crie au loup que ce sont les policiers qui l'ont tué? Ce soir, j'ai eu l'impression d'avoir, comme si c'était au tribunal,
pour l'affaire du petit Naël, qui malheureusement a laissé sa vie à 17 ans pour un défaut de permis. Et ça, nous n'avons pas que Naël à 17 ans. Aux Adim, ça s'est passé cette semaine. 25 ans, sans permis, sans assurance. Ces gens-là nous mettent en danger tous sur la route. Tous. Il faut bien que le policier fasse son travail. J'ai eu affaire à un policier en 1986. Il ne faut pas dire que les policiers de Guadeloupe non plus, ce sont des enfants de cœur. Mais moi, je les aime, j'ai besoin d'eux. C'est surtout ça. Parce qu'auparavant, on appelait ça les forces de l'ordre. C'était eux qui s'occupaient jusqu'à maintenant. Je suppose que M. Abdallah ne va pas dire le contraire. Jusqu'à maintenant, ils ont le devoir de mettre de l'ordre dans les quartiers, dans les communes. Ça, c'est leur premier travail au niveau des politiques municipales. Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la question de violence, comment vous avez mis la phrase. Légitime. Violence, à force de parler de mots violence, au lieu de chercher qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces violences, à mon avis, il n'est pas sorti de l'auberge. Monsieur Abdallah, j'espère qu'au niveau de votre équipe, vous allez revoir peut-être avec les plus jeunes qui vont s'intégrer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui, malgré tout, qui sont intégrés dans la police. Et nos parents sont bien contents qu'ils sont dans la police et dans la gendarmerie. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Merci, madame. Monsieur Abdallah, une fan. Je me permets juste de rebondir de manière assez spontanée sur ce que vient de dire la dame. L'idée pour moi, c'est pas d'aimer ou de pas aimer la police ou d'aimer ou de pas aimer les policiers. C'est pas mon problème, ça. Ça, c'est pas ma question. Ma question, c'est les gens ont un job à faire, ils le font et ils sont censés bien le faire parce que quelque part ils se sont engagés pour ça. Et là-dessus, je suis désolé, hein, je reviens juste sur tout à l'heure notre propos. Oui, il y a de la pression. Bité un pifon qui fait les aller et bité un pire et qui des pires en pire. Et quelque part, si on rentre ou on reste dans la profession de policier ou de gendarme, on doit le savoir. Pas ni l'agent. L'État pas ni l'agent. Et l'État péqué ba épice l'agent parce que l'État pas dans dynamique où il ba épice l'agent si rien. Donc bitin j'apifan qui a fait les mais qui a pire encore. Et donc quelque part vous allez être sous pression, mesdames, messieurs. Vous allez être sous pression et vous allez continuer. Je finis juste ce propos. Vous allez continuer d'être sous pression. Et en fait, ça ne doit pas... soit, à un moment donné, il faut qu'il y ait une révolution dans le corps contre l'autorité qui est le ministère de l'Intérieur et contre l'État pour aller au bout de la chose, soit on considère qu'on rentre dans la profession en sachant, nous quand on rentre dans la profession d'avocat, nous savons que nous bitin, que nous pas aimer même, c'est le décret Magendie. Et ça, c'est un exemple. Mais quand on rentre dans cette profession-là, on sait qu'on a ce coup près sur la tête qui est notre responsabilité civile professionnelle. Parce que si on loupe un délai, eh ben, on peut être pulvérisé et on peut pulvériser une procédure qui est importante pour notre client. Et on rentre dans la profession en sachant toutes les contraintes qui sont liées à notre profession. C'est un exemple que je donne, mais qui est important. Et donc, je n'ai pas à aimer ou à ne pas aimer le policier. Je finis juste mon propos. Je finis juste mon propos en disant à cette dame, oui, parce qu'en fait, elle est venue en disant que c'était déjà le procès par avance de Naël ou du policier de Naël. C'est pas le cas. Et je ne voudrais pas que le sujet, c'est la violence légitime. Est-elle encore légitime quand elle n'est plus démocratique? C'est ça, grosso modo, le sujet. Et en fait, il ne faut pas qu'on déplace le débat sur les méfaits, parce que c'est ce qu'attend et c'est ce que tentent de faire les médias en essayant de déplacer le débat sur ces petits jeunes criminels. Eh ben, c'est eux le problème. Non, il y a un problème, il faut qu'on puisse le traiter aussi. Nous récupérons cet appel de téléspectateurs. Bonsoir, vous avez la parole. Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir aux invités du plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question. Allez-y. Après avoir eu 2 témoins, plus une vidéo, et on peut dire que c'est la présomption d'innocence. Après avoir 2 témoins plus une vidéo, et on peut dire présomption d'innocence, alors ça veut dire la personne, c'est pas lui qui a fait ça. Est-ce qu'on a besoin de juger la personne pour dire que c'est lui? On a des témoins, 2 témoins, une vidéo, et on nous parle je ne comprends
déjà vu. Les faits sont là. Les témoins sont là, la vidéo est là, et la justice me parle de présomption d'innocence. Moi, je dis, mais il est déjà coupable. On n'a pas besoin d'amener au tribunal pour qu'il dise qu'il est coupable. On a déjà vu. Moi, je peux dire qu'il est coupable, je l'ai vu. Vous parlez de quelle affaire, monsieur? Je parle de l'affaire de l'enfant. De Naël. Oui. D'accord. Présomption d'innocence, là, je n'arrive pas à comprendre, monsieur. Mais si vous pouvez me dire, présomption d'innocence, comment on peut dire ça, étant donné qu'on a vu les faits? On ne peut pas dire le contraire. Innocent, on ne peut pas dire présomption d'innocence. Moi, je ne veux pas dire qu'il faut faire attention à présomption d'innocence. Ça ne colle plus. Non. Merci, monsieur. Alors, la présomption d'innocence, c'est simple, c'est un principe. Même quand la personne, comment dirais-je... c'est un principe dans le système français. Tant qu'on n'a pas eu de décision de justice, on ne peut pas la déclarer coupable. Donc, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Ça ne veut pas dire qu'on pense que le policier est totalement innocent ou autre. Ce n'est pas une prise de position. C'est un rappel, effectivement, qu'il y a une présomption d'innocence tant que les tribunaux n'auront pas jugé l'affaire sur le plan correctionnel. Et juste un mot pour la dame qui venait de parler tout à l'heure. Vraiment, je crois qu'elle n'a pas dû bien entendre. Peut-être qu'elle était occupée à chercher à appeler. Elle n'a pas dû bien entendre notre propos. Puisque premièrement, on a bien dit, on a insisté dessus pour dire on ne parle pas de la police en général, on dit certains policiers et qu'il ne faut pas faire de déni parce que c'est une réalité. Il y a même des autorités administratives qui reconnaissent qu'effectivement, il y a du racisme chez certains policiers. Donc c'est tout. On a dit une vérité et il faut, comment dirais-je, l'accepter et ne pas dire que on fait le procès du... Moi, je suis un petit peu étonnée que madame qui nous suit régulièrement et qui ait ce malentendu ce soir. Parce que vraiment, je pense que ça a été parfaitement clair. Autre appel. Bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je voulais d'abord dire un certain nombre de choses. À monsieur, après vous avez raison. Effectivement, les policiers, ça va être de plus en plus valable pour eux. On a du mal à comprendre. Vous parlez trop vite. Il dit aussi qu'ils vont mourir pour sauver un autre. On a du mal à comprendre. Est-ce qu'il peut reprendre? Non, on a un écho et... Vous parlez peut-être trop près, non? Alors, juste le temps de faire une petite mise au point. Allez-y, monsieur. Allô, vous m'entendez? Oui. Alors, je disais donc à M. Lapin qu'effectivement, oui, les policiers, ils connaissent les conséquences. Et ça, c'est quand ils partent de chez eux, ils vont mourir pour sauver un autre. Et ça, personne ne peut leur enlever ça. Ils vont partir, ils savent que peut-être ils ne vont pas rentrer chez eux parce qu'ils vont sauver un autre. Et je voudrais aussi vous dire, monsieur, pensons au policier, M. Beltrán, au gendarme Beltrán, qui a donné sa vie. Il a donné sa vie pour sauver un autre. Voilà la mission des policiers. Il est très facile de dire qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas fait. Mais effectivement, ce qu'on doit tenir compte, c'est que oui, les policiers ont leur 1% de gens qui respectent la règle. Comme chez les avocats, comme chez les entreprises, comme chez les journalistes, comme un peu partout dans le monde. N'est-ce pas, de cette société. Il y a les 1% qui ne respectent pas les règles. Mais il y a les 99% qui respectent la règle. Et là, c'est très facile de s'asseoir et de dire, de faire leur procès. Je vous entends dire, oui, il y a eu 13, parce que il y a eu 13 morts dans les procès empirés. Effectivement. Mais est-ce que vous avez le résultat juridique de ces gens qui ont fait feu? Est-ce que vous savez, est-ce que oui, nous, ils étaient condamnés? Est-ce que le refus de tempérer, monsieur, quand la police vous arrête, les gendarmes vous arrêtent, si vous avez rien à vous reprocher, pourquoi vous foncez dessus sur nous? Pourquoi dites-moi ça? En contrôle de police, en contrôle de gendarmerie, quand tout est légal, quand le policier, l'automobiliste reste correct, ça prend 30 secondes. Ça prend 30 secondes, voire 10 minutes. Bonjour monsieur, les papiers de votre véhicule, vous donnez les papiers de votre véhicule et au revoir. Si vous ne respectez pas la règle, effectivement, il y a des conséquences. Monsieur le maire vous a dit, vous avez parlé de la loi qui a évolué, effectivement. Monsieur le maire vous a dit, les conséquences.
policiers en voiture nous en prend, ça ne doit pas être attentat. On n'entend pas bien. Mais à demander aux gens à Nice, quand ils ont vu On a du mal à vous comprendre, malheureusement. C'est vrai qu'on a entendu quand même le début de l'intervention. Malheureusement, monsieur, désolé. On a du mal. Rapidement, parce que nous avons très peu de temps. Et nous récupérons un dernier appel. Il ne faudrait pas que le propos que nous tenons ce soir aboutisse à laisser penser qu'on jette l'opprobre sur l'ensemble des policiers. Mais on l'a dit déjà. Et encore une... Mais oui, mais il faut le redire manifestement, puisque c'est pas entendu. On parle de choses, on parle de sujets, d'affaires, de dossiers en particulier. Et à chaque fois, effectivement, on regrette un certain nombre de procédés des institutions qui aboutissent à ce qu'on questionne la confiance qui existe entre la population, entre le peuple et ces institutions. Et évidemment, j'ai entendu une question qui avait trait à la décision judiciaire qui devait être rendue après. Mais en fait, là-dessus, on a déjà répondu. Parce que effectivement, si on se retrouve à avoir des juges d'instruction qui disent mais c'est des gens avec qui je travaille tous les jours, je ne peux pas aller plus loin. Si on se retrouve à avoir des parquets qui refusent d'enquêter parce qu'ils ne veulent pas mettre en difficulté les policiers, si on se retrouve dès le stade du dépôt de plainte, parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu, je l'ai vu de mes yeux vus pendant que j'étais en train d'assister un client en train de déposer une plainte, et qu'il dépose une plainte contre un gendarme qui lui met un coup de pied, et que le gendarme à qui il dépose la plainte est en train, alors que le gars est assisté de son avocat, de lui dire: vous êtes sûr que vous voulez déposer une plainte quand même, vous avez quand même fait ça. Et donc moi je dois intervenir à ce moment-là et lui dire: est-ce que le fait qu'il aurait potentiellement, parce que à ce moment-là pour le gendarme la présomption d'innocence ne s'applique pas, est-ce que le fait que potentiellement il aurait fait ça excuse le fait qu'il ait été victime d'une violence policière? Et est-ce qu'à ce moment-là il n'a pas le droit de déposer plainte comme n'importe quel justiciable? Et à ce moment-là, le gendarme prend la plainte penaudement, et encore il faut que je relise le PV pour pouvoir faire modifier des choses que mon client a dit et qui n'ont pas été bien retranscrites. Je suis désolé, mon propos n'est pas de dire que tout le monde, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Au contraire, il faut qu'il y ait évidemment des remparts, et qu'il faut qu'il y ait des garants de la sécurité. Mais il ne faut pas que l'institution se retrouve à se refermer comme une huître et à être comme une corporation fermée lorsque on dénonce un comportement. Dernier appel. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Je voulais déjà féliciter le policier qui est sur le plateau, parce que il est très courageux dans cette situation d'être venu. Je voulais aussi aux deux avocats qui sont sur le plateau leur dire une chose aussi, qu'il faut qu'ils soient mesurés dans les propos, parce que c'est pas tout le monde, et surtout les jeunes qui comprennent vraiment certaines choses, c'est-à-dire la violence. Il faut aussi que nous, moi je suis quelqu'un, j'ai 54 ans, je suis chef d'entreprise, j'essaie aussi d'inculquer certaines choses. Parce que quand on parle et qu'on fusille un petit peu tous les policiers et mais c'est pas notre propos. C'est pas notre propos. Mais non, vous n'avez pas suivi l'émission. Vous n'avez pas écouté l'émission. Enfin, c'est hallucinant, ça. Non. Oui, mais c'est que... Mais le policier, il est là, il peut conforter. Quand vous dites certaines choses, c'est pas tout le monde qui comprend. Certains. Ah non. Quand on dit certains policiers. Ça crée une certaine violence vis-à-vis des policiers ou vis-à-vis des gendarmes. Non, la loi est quelque chose qui a été instauré. Non, mais c'est la stratégie. Mais en fait, c'est le syndicat qui s'est donné le mot. Mais il faut aussi que nous, personnes d'un certain âge, qu'on puisse pouvoir expliquer aux gens qu'il ne faut pas qu'il y ait de la violence, surtout aux jeunes vis-à-vis des policiers. Mais c'est pas notre propos. On n'a jamais dit qu'il fallait être violent. On a même dit qu'on comprenait la souffrance du policier qui vient parler.
Je crois que vous n'avez pas suivi l'émission. Vous venez d'allumer votre poste de télé. Et je tiens à insister encore c'est là-dessus. incroyable, quand même. Elle nous prend à partie. Mais c'est bien. Non, mais c'est bien parce que ça fait vivre le débat. Non. En revanche, il faut. Non, mais il faut qu'on soit. Le débat, il faut qu'il y ait les éléments du débat. Voilà. À aucun ça. moment, ni Voilà. Evita, ni moi, ni Monsieur Ancelade n'avons donné quitus à qui que ce soit pour tuer qui que ce soit, Mais et n'avons évidemment. donné quitus à qui que ce soit pour pouvoir avoir des comportements violents à l'égard des personnels de la police. Si ça n'avait pas été dit jusqu'à présent, si ça n'avait pas été clair, eh bien, tenez-le pour dit. En revanche, le sujet de l'émission, c'est pas moi qui l'ai fixé. Le sujet de l'émission, c'est la légitimité de la violence dans un contexte démocratique. Justement. Excusez-moi, mais sauf erreur de ma part, monsieur le syndicaliste qui est assis à côté de moi a dit « Je reconnais qu'il y a des dysfonctionnements ». Il connaît son métier, donc il lui-même ne fait pas de déni. Il dit il y a des problèmes et effectivement, il faut les régler. Donc, je ne vois pas pourquoi. En fait, cette émission aboutirait à dire tout va bien. Monsieur Abdallah, tu ne nous avais pas dit. Tout va bien. Il n'y a pas eu d'affaire Salin. Il n'y a pas eu de massacre en mai 67. Il n'y a pas eu l'affaire Clodo actuellement. Enfin, soyons sérieux. Le déni est. Je ne comprends pas le principe du déni, ou en tout cas, il ne fallait pas faire l'émission. Mais en France, la France peut se permettre de faire l'émission sur toutes les antennes et pas nous. C'est quand même extraordinaire. Et encore, il y a un contexte à l'émission, il y a un sujet. Mais oui, il y a un sujet. Alors justement, vous avez vraiment très très peu de temps. Ça y est dire, tu as vérifié 5 minutes pour pouvoir conclure et répondre justement à la thématique. La violence légitime est-elle synonyme de démocratie? Et là, j'aimerais débuter justement avec Patrice qui nous donnera son avis là-dessus. Alors, on dit la violence légitime était synonyme de démocratie. Oui. Bon, je vais aller. On considère une société sans policiers. Je veux dire que peut-être qu'on ne serait même pas autour de ce plateau. Voilà. Donc la démocratie, c'est aussi pouvoir aller venir à souhait, comme on le souhaite, et en toute sécurité. Autre chose, c'est que après, il ne faut pas assimiler la démocratie rien qu'avec. Enfin, quand on parle de violence légitime, dire que c'est uniquement la violence légitime qui est synonyme de démocratie. Je pense que l'action des forces de sécurité, parce qu'il n'y a pas que les violences dans l'action du policier. Il y a aussi, on va dire, la prévention. Il y a tout un tas de choses avant d'arriver à la violence qui permettent à tout un chacun de pouvoir aller. La violence, c'est à l'extrême, on va dire. C'est à l'extrême quand il n'y a plus de discussion, quand il n'y a plus de solution, quand on arrive à une situation de blocage, quand il y a une contrainte. Donc, dire que de manière très, très basique que la violence légitime est-elle synonyme de démocratie, je dirais que oui, enfin oui, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas rester, on va dire, cantonné sur la violence légitime. Voilà. L'action policière en elle-même est synonyme est synonyme de démocratie. Voilà. Merci Patrice. Evita. La violence légitime, c'est évident que comme nous avons tenté de le dire, même si on ne nous comprend pas toujours, mais on refuse de nous comprendre. Mais en fait, faut-il qu'elle soit légitime? En fait, c'est ça le débat. Et moi, je pense que, je le dis, que c'est un concept qui relève de l'éthique et qui préexisterait même, en fait, relèverait du droit naturel. Le fait qu'on sait naturellement, comme ça, sans loi, que ça c'est légitime et ça ne l'est pas. Donc c'est un concept très intéressant qui est dévoyé, c'est vrai, qui est dévoyé et qui permet de cacher toutes les turpitudes parfois de l'État sous ce concept de violence légitime, c'est-à-dire c'est moi qui ai le monopole. Mais je voudrais simplement dire dans un dossier, dans une émission pareille, je ne peux pas ne pas rappeler que s'il y a un peuple qui a connu le principe des violences des forces de l'ordre, c'est bien le peuple guadeloupéen.
Et quand on parle comme ça des forces de l'ordre, comme je disais, il y a incontestablement une difficulté relationnelle avec notamment le gendarme. Et je dirais que, en fait, nous n'avons pas oublié, et d'ailleurs nous ferons en sorte de le déterrer, ce massacre de mai 67, tous les Guadeloupéens ont appris que justement, d'ailleurs le bâtonnier Roth disait, c'est en mai 67 que les Guadeloupéens ont appris la peur. Et là, il faut déterrer ce massacre qui a eu lieu par les forces de l'ordre, il ne faut pas l'oublier, et qui n'a jamais été sanctionné pour le moment. Merci, Evita. Raphaël, très peu de temps. À la question, la violence légitime est-elle synonyme de démocratie? Moi, j'ai envie de dire la violence légitime est légitime à partir du moment où elle est démocratique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où démocratiquement, nous avons collectivement accepté de déléguer une parcelle de notre pouvoir à des autorités afin qu'elles exercent cette contrainte dans le cadre de certaines institutions, eh bien oui, effectivement, cette violence devient légitime. Mais à partir du moment où elle sort des canons, des règles que nous nous sommes collectivement tous donnés, eh bien, effectivement, elle sort de ce cadre légitime et elle devient une violence illégitime. Et notre propos tout au long de cette émission, et je veux le redire ici parce que ça a eu l'air de ne pas être compris, ça n'a jamais été de parler du contexte d'exercice légitime de la violence par les agents de l'État. Non, c'était pas ça le sujet de l'émission. Merci. Le sujet de l'émission, c'était dans un contexte particulier qui était la violence dont a été victime Naël et d'autres affaires qui ont préoccupé l'actualité ces derniers temps. Raphaël. Harry. Je vais revenir sur mon dada. Hein. J'ai toujours été convaincu qu'il y a des anomalies énormes parce que on ne peut pas... Le débat est toujours un débat de minorité. Et je regrette, on peut raconter tout ce qu'on veut. On enlève le débat minoritaire, je dirais tout fonctionne presque normalement. Parce qu'il faut une police, il faut des règles, il faut ceci, il faut cela. Le problème, c'est que nous ne sommes pas dans un rapport équitable parce qu'il y a encore tout un roulant de comportement raciste dans ce pays que la France, et ça se traduit souvent dans des problèmes de ce genre. Tant que les Français n'auront pas compris ça, on ne s'en sortira pas. Et deuxièmement, qu'un pays doit avoir une police qui lui ressemble, je leur exige pour la Guadeloupe que nous apprenons à nous organiser et à nous gérer et à faire notre ordre dans ce pays-là avec nous. Point. Et comme ça, les choses iront correctement. Parce que ici, c'est encore pire, on est tout le temps dans un débat faussé. Parce qu'il y a un problème qui se pose dans ce pays. On ne peut pas avoir une force de l'ordre qui est totalement différente, même pour extraterrestre. Mais c'est un problème par rapport à la jeunesse. Et même, nous ne pouvons pas être objectifs dans notre façon de gérer les rapports de force ici. Parce que quand il y a un problème, même quand on a tort, et je vais dire une chose, oui, mais parce que ce qui me gêne souvent, même quand on a tort, mais à partir du moment où le débat commence sur un problème racial, après, tout le monde est faussé dans le débat parce que le débat ne peut pas être objectif. Et ça n'existe nulle part. Personne dans aucun pays, ça n'existe. Il faut arrêter ça. Il faut mettre les choses au carré. On a beaucoup de gens qui peuvent être embauchés ici. Et puis, il faut faire une police qui soit à l'image de ce pays-là. Je n'ai rien contre. Chacun, c'est une règle, pour moi, naturelle. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. C'est vrai que c'était un débat un peu brûlant. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir appelés. Et puis, n'oublions pas cette émission, que les choses soient dites. Donc, de part et d'autre, à vous qui êtes sur le plateau, mais aussi au niveau de ceux qui réagissent, au niveau des téléspectateurs. Donc, le principe de cette émission, que les choses soient dites, donc de part et d'autre. Merci à vous d'être venus. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir appelés. Excellente soirée à tous. Merci. Merci.